On est en entrevue avec Alex de Mute. Comment ça va, Alex? Salut, ça va, ça va? Ça va très bien, merci. On est en entrevue pour parler, dans le fond, vous allez faire l'album The Raven au complet pour un concert virtuel dans pas long. Dans le fond, c'est le 8 août. Comment vous est venue l'idée de vouloir faire un concert virtuel plutôt que de le faire en spectacle devant tout le monde? Parce qu'il n'y a pas de spectacle devant tout le monde pour l'instant. Ça, c'est la première raison. En fait, la seule raison. On a regardé l'année qui s'en venait, puis on s'est dit que si on voulait jouer, si on voulait faire un show, ça allait être la seule opportunité qu'on allait avoir en 2020. Puis Carl Emmanuel Picard, notre gérant, puis le propriétaire de l'Antibar et Spectacle à Québec, là où ça va se dérouler, nous a demandé aussi si on voulait faire un show virtuel. Puis nous, on a comme fait, oui, puis on va en profiter pour faire l'intégralité du Raven comme on avait pensé de faire euh, durant un vrai concert, mais ça va être un concert virtuel. Justement, puis en plus, vous allez jouer d'autres quelques tunes que le monde connaisse des autres albums, je crois. On va jouer donc The Raven d'un bout à l'autre, puis on va jouer quelques autres tunes comme un genre de rappel, si tu veux, là. Puis est-ce que vous allez jouer dans l'ordre complètement Raven ou vous allez aller, mettons, avec vos pièces préférées comme ça, lancées au hasard? Non, ça va être dans l'ordre de la première à la dernière. Puis cet album-là, dans le fond, il représentait quand même un assez long départ, même si c'était le deuxième album complet que vous avez fait, si on compte pas Ouais. Blueprint. Euh, Dans le fond, c'était quand même une assez bonne première pour vous autres. Comme je parle, dans le fond, c'était le premier album qui était sorti sur Second Wave parce que Slipper était sorti sur Milky Cookie. Ensuite, c'était le premier album, je crois, avec Marc-Antoine Bastien comme guitariste. Puis c'était la première fois aussi que vous utilisez Jean-François Fortin comme producteur pour l'album, si je me trompe pas. Oui, tu as tout à fait raison. On dirait que tu as fait des recherches. Ouais, pas mal, ben j'écoute pas mal Mute depuis des années aussi. Ouais, ouais. Oui, tu as tout à fait raison. The Raven, en fait, je pense que pour nous, ça représente vraiment comme la, la, la renaissance du groupe, dans le sens que, en plus d'avoir un nouveau guitariste, d'avoir collaboré avec une nouvelle personne en studio, en fait, pour les gens qui sont familiers avec ce qui est venu avant The Raven, c'est-à-dire Sleepers et Blueprints, il y a quand même il y a quand même une grosse différence en termes de musique. Euh, Nous, en fait, c'est vraiment ça qu'on considère comme le, le vrai début le vrai Mute, en fait, ça commence avec The Raven. Ce qui vient avant, c'est un peu comme, disons, les balbutiements du groupe, si tu veux, là. Ben, c'est vrai que le son de Dear Raven ressemble beaucoup plus au son que vous avez aujourd'hui présentement, comme ceux que vous avez sortis sur Remember That, parce que Slipper représentait, il avait plus l'air d'être un peu plus expérimenté qu'autre chose, si je me trompe pas, ça se peut-tu? En fait, je pense qu'on cherchait un peu à cette époque-là. On savait pas trop où on s'en allait, on savait pas trop. On commençait là dans le monde de la musique, on commençait à enregistrer des albums, on commençait à écrire des chansons, là, donc on cherchait un peu, puis c'est ça que ça a donné. Ça a donné quand même un résultat qui est pas mal, puis c'est un album qui nous a fait connaître surtout au Québec, là, mais quand même, je veux dire, ça c'était une bonne première marche, ça c'est sûr, mais à partir de Raven et les albums suivants, c'est beaucoup plus le genre de musique que je pense que qu'on a fini par comprendre que c'est ça qu'on voulait jouer. Puis c'est ça. Puis The Raven, c'était comme la renaissance, un peu comme je te dis, là.
Oui, effectivement. Puis j'imagine que ça a été quand même un gros changement d'avoir un producteur avec vous autres pour cet album-là plutôt que The Slipper. En fait, Jeff, Jean-François Fortin, oui, ce qui nous a aidé beaucoup, c'est qu'il était vraiment en maîtrise de l'environnement studio. Il était aussi, c'était quelqu'un qui était comme, pas dire que c'est un génie de la musique là, mais il est vraiment une coche au-dessus de nous autres dans le groupe en tant que musiciens. Donc ça nous a aidé pas mal. Il était capable de nous guider. Il était capable de nous dire ce qui était pas correct, ce qu'on faisait pas correct. Il était capable de nous dire toutes ces choses-là. Là. Donc ça a vraiment aidé ça a vraiment aidé à produire un album qui était vraiment une coche au-dessus de ce qu'on avait produit avant. Puis en termes de son aussi, vraiment aller chercher un son qui avait du mordant beaucoup plus que ce qu'on avait avant. Puis on était vraiment contents du résultat. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on a refait affaire deux fois après The Raven. Oui, effectivement, pour Thunder Blast et Remember That. Ouais. Et puis aussi, cet album-là a quand même bénéficié d'une réédition en version européenne en 2009, je crois, sur Craze Record et quelques autres labels là-bas. Oui, alors Craze Records a sorti l'album à l'occasion de notre première tournée européenne, en fait. OK. C'était ça l'occasion. Et on a collaboré aussi avec... oui, tu as raison qu'il y a d'autres labels, mais... Kick-Ass, je pense. Ça m'échappe. Oui, Kick-Ass, c'en était un en Belgique. Fun of Life en Allemagne. Et il y a eu Radtone aussi au Japon. Qui ont leur propre version japonaise. Avec les paroles traduites en japonais d'ailleurs. Cool. Ouais, ça a l'air que c'est ça qu'ils font au Japon. Ouais, parce que vous avez par la suite été faire quand même quelques tournées là-bas, si je me trompe pas. Tu parles du Japon? Ouais. Au Japon, on est allé seulement qu'une fois. C'était en 2015. OK. Et puis, par la suite, j'imagine qu'après avoir sorti, justement, comme tu disais, vous avez fait votre première sortie européenne en tournée. Tu te rappelles un peu de cette première tournée-là européenne? Oui, ben en fait, oui, je me rappelle pas mal. Tout ça a commencé en fait avec le concours Envole-toi pour la France, qui est organisé par Envoler Macadam, le festival que tu connais peut-être de Québec. Oui, certain. Donc, il y a eu un concours, 4 ou 5 groupes qui jouaient et le prix pour le gagnant, c'était dans le fond les billets d'avion pour aller jouer au festival Gare au Rock en France. OK. Donc, on a embarqué là-dedans. Je peux te dire que c'est le seul concours de band qu'on n'a jamais fait de toute notre carrière. OK. Et puis on l'a gagné. Alors, aussitôt qu'on a eu gagné ça, nous, notre attitude, en fait, c'était que on veut pas juste faire un aller-retour en France pour jouer un show. On veut faire le plus de shows possible. On veut faire une tournée si possible. On veut aller n'importe où est-ce qu'on va pouvoir jouer, là. Parce que comme les billets d'avion étaient déjà payés, ben c'est la plus grosse dépense là, dans une tournée. D'habitude, c'est les billets d'avion. Donc, c'est ça. Donc, on s'est dit, ben, on serait bête un peu au moins de pas essayer de faire d'autres shows, là. Fait que, dans le temps, ça se passait sur MySpace, n'est-ce pas? En 2009. Fait que, on envoyait un petit message sur MySpace qu'on allait jouer en France, puis on cherchait des gens pour nous booker. Et puis, parmi les gens qui ont répondu, il y a un certain Manux de français. Il nous a écrit, il dit « Ah, je pense que je pourrais vous booker des shows en France. Je jouais dans un groupe avant, Octoons, puis j'ai pas mal de contacts. » Fait qu'on a dit « OK, c'est cool. » Et finalement, ça a tellement bien marché qu'il est revenu puis il a dit « Ben, finalement, je pense que je peux vous booker une tournée européenne au complet. » On a fait comme « Ben, OK. »
On va pas dire non à ça. Puis le résultat final de ça, ça a été 27 shows en 30 jours dans peut-être une douzaine de pays différents. Une assez grosse tournée quand même pour débuter. Ça c'était toute une aventure, là. Ouais, effectivement, sûrement. Hein. Et puis, par la suite, ben, vous avez, j'imagine que rendu là-bas, vous avez quand même quelques copies de votre album de Raven en main. En Europe, c'est Craze qui avait fait imprimer 500 ou 1000 copies, je m'en souviens plus, là, mais c'est Craze lui-même là, qui nous a fourni des copies là-bas. Puis, te souviens-tu un peu de la réaction de la plupart du monde qui assistait à vos spectacles pour la première fois là-bas? La réaction était pas mal bonne. Je te dirais que on était vraiment contents de ça, là, qu'on allait jouer, puis c'était pas mal unanime que c'était vraiment une bonne réponse, là. On arrivait même à des places comme en Espagne où ça nous connaissait déjà quand même pas mal. Puis là, on avait vraiment une grosse réaction. En Belgique aussi, ça nous connaissait déjà. Là, ça a fait une grosse réaction aussi. On était vraiment heureux là, d'arriver là-bas, puis d'avoir une telle réaction, puis aussi l'accueil des gens aussi était vraiment fantastique. En fait, à la fin de la tournée avec Manu, on a dit c'était assez bon, ça vaut la peine de commencer à regarder tout de suite pour en faire une autre l'année prochaine. Donc en 2010, on est retourné pour une deuxième offensive. Puis après ça, ça a juste fait grandir après en Europe. On est rendu à 8 tournées européennes depuis 2009. Ouais, vous êtes quand même un groupe assez actif sur la scène internationale. C'est ça qui est intéressant, de mieux. Puis, si on reparle de Raven, vous avez réédité en version vinyle en 2015 avec Second Wave, cet album-là? 2015, ouais, je pense que tu as raison. La première édition vinyle, c'est en 2015. Ouais, parce que vous avez fait rééditer cette année avec People of Punk Rock. C'est ça. Puis aussi, vous avez sorti une belle édition cassette avec Milk and Cookies de cet album-là, à seulement 100 exemplaires. Ouais, je pense qu'il en reste déjà plus en passant, là. Ben, j'ai eu une belle copie, moi. Ouais, c'est bien ça. Ouais, fait que... Puis si on parle de cet album-là, justement, est-ce qu'il y a une tune que t'aimes le plus jouer qu'un autre? C'est une bonne question. Je pense que Communication Breakdown, c'est une tune que j'aime pas mal jouer. Parce que c'est juste parce qu'elle est plus facile que les autres à jouer. Il y en a d'autres que je suis content que je suis content de donner aux gens là, durant ce concert-là. Là. Mais pour être honnête, il y a beaucoup de petits bouts qui sont difficiles à jouer. Puis disons que ça a pris beaucoup de pratique avant d'être capable de se remettre à ce niveau-là. Parce que il y a plusieurs tonnes que ça fait des années qu'on n'a pas joué. Qui sont très rapides. 10 ans et plus. Puis oui, en fait, disons qu'avec l'âge, on a un petit peu diminué de tempo. Oui. Fait que The Raven, il était plus vite que ce qu'on joue maintenant. Et même les chansons de The Raven qu'on joue encore aujourd'hui, je pense qu'on avait pris l'habitude de les jouer un petit peu plus lentement. Là. Donc là, il a fallu comme se remettre en forme un peu. Là. Oui. Ça a demandé quand même pas mal de pratique. Là. Mais là, ça fait plusieurs mois qu'on répète. Là, puis là, on est bien en forme. Là, on est bien prêt. Ben, c'est ce qu'on va voir justement le 8 à août prochain. Est-ce que c'est quelque chose que tu as hâte justement, vu que ça fait quand même assez longtemps que vous n'êtes pas actif pour faire les spectacles à cause du COVID? Ouais, en fait, étais-tu là au dernier show qu'on a fait à Sainte-Thérèse? Hein? Le dernier show à Sainte-Thérèse, oui, j'étais là. Ouais, ça c'est le dernier show qu'on a joué en mars dernier.
Donc, ouais, ça fait quasiment 6 mois qu'on n'a pas joué. Là. C'est sûr que ça commence à démanger. Là, tu vois, il y a une dizaine de jours, il y a Belvedere qui sont venus jouer à l'Anti, là où est-ce qu'on va jouer pour leur propre show virtuel. Puis je regardais ça, puis j'étais comme, bon, commence à être le temps qu'on remonte sur la scène, là. Parce que on peut aussi bien en profiter, parce que je sais pas la prochaine fois ça va être quand, là. Ouais. Est-ce que vous commencez à penser déjà à un prochain album? Ça fait quand même 4 ans, là, le dernier. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment rien qui se fait de ce côté-là. OK. Est-ce qu'il va y avoir une petite surprise pendant le spectacle? Est-ce qu'il va y avoir un invité qui va venir jouer des tunes? Non. Non? Et là, tu dois penser à Basse, là, je suppose. Ouais, exactement. Non, non, ça va être juste nos 4. Pas d'invité. Non, pas cette fois-ci. D'accord, donc on va rappeler, ça va être virtuellement, puis les billets sont en vente sur lepointvente.com, j'imagine. Lepointdevente.com, ouais, c'est ça. Samedi prochain, le 8 août, à 17h, heure de l'Est. Puis, pour les autres fuseaux horaires, si jamais vous écoutez ça, il y a les heures respectives sont dans l'event Facebook ou sur le flyer du show. Ben, on va te souhaiter un super bon spectacle. On va te souhaiter qu'il y ait plein de spectateurs pour ce spectacle-là. Puis, ben, j'ai bien hâte de vous revoir sur scène, vraiment. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Merci beaucoup. On a aussi hâte de remonter sur la scène. Puis, c'est ça. On se voit le 8 août. Exactement, puis on a des billets justement, 2 beaux billets qu'on fait tirer sur notre page Facebook BP, donc avis à ceux qui en veulent. Salut, à bientôt. Salut, à bientôt.